Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un condensateur avec deux sphères concentriques. On va voir que c'est un condensateur comme un condensateur plan, sauf que là, c'est créé non pas par deux plans, mais par deux sphères. Alors, concentrique, c'est-à-dire qu'elles ont le même centre ici. Donc, on a une sphère de rayon R1 qui est ici, et une autre sphère de rayon R2 plus grand que R1 qui est à l'extérieur. Il faut imaginer ça en 3D. Et on nous dit qu'il y a une densité surfacique de charge sigma 1 sur la première sphère et sigma 2 sur la deuxième sphère. Et la première question, c'est de déterminer la condition pour que la charge totale soit nulle, et à partir de ça, on pourra déterminer le champ E. Alors la condition pour que la charge totale soit nulle, c'est que la charge qu'on va appeler Q1 plus la charge qu'on va appeler Q2 soit égale à 0. Parce que la charge totale, c'est la charge de la première sphère plus la charge de la deuxième sphère. Pour calculer la charge de la première sphère, on va appliquer la formule qui est que Q1 est égal à la double intégrale, parce qu'ici on est en surfacique, de sigma 1 fois ds. Avec le sigma 1, on nous disait qu'il était constant, et donc le sigma 1, je vais pouvoir le sortir de la double intégrale, et donc faire l'intégrale double de ds. Alors, quand on parle de ds, qu'est-ce que c'est? ds, c'est une surface infinitésimale de la sphère 1, c'est-à-dire que si j'ai ma sphère 1 qui est ici, je vais la faire en 3D, ce qu'on appelle ds, c'est un petit élément de sphère ici. Et donc, là, ici, ça sert à rien que je mette r sin θ, dθ, dφ, etc. Parce que je sais que l'intégrale double de ds, c'est simplement la surface S. Donc, que je vais appeler S1. Et qu'est-ce que c'est cette surface S1? S1, c'est la surface de toute la boule. Et on sait que la surface d'une boule, en tout cas la surface extérieure, c'est égal à 4pi r carré. Donc, ça me donne sigma 1 fois 4pi. Alors, R1 carré, puisque ici, c'est Q1. Donc pour Q1, j'ai la formule que Q1 égale sigma 1 fois 4pi R1 carré. C'est évident, c'est sigma S, puisque ici sigma est constant. Si sigma dépendait de R, θ ou autre, c'est différent. Mais comme la sigma est constant, je peux le sortir et avoir cette intégrale. Maintenant, si je fais Q2, je vais remettre directement ici Q2. Ça va être l'intégrale double de sigma 2 ds. Donc comme pour le sigma 1, sigma 2 est constant, donc je peux le sortir. Et donc j'ai Q2 qui est égal à sigma 2 fois S2. Alors S2, je vais le remplacer directement ici, puisque comme ça sera plus simple. C'est la même chose, mais avec bien sûr le rayon qui vaut R2 au carré, puisque la deuxième sphère, elle, est de surface, enfin de rayon R2. Donc j'ai Q1 qui est égal à la même chose que Q2, mais avec à chaque fois sigma 1 et sigma 2, ou R1 et R2. Et donc la condition pour que la charge totale soit nulle, la charge totale, on sait que c'est Q1 plus Q2, et donc pour qu'elle soit nulle, il faut que ce soit égal à 0. C'est-à-dire que j'ai sigma 1 fois 4pi R1 carré, plus sigma 2 fois 4pi R2 carré, qui est égal à 0. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Et donc, je vois que je peux tout diviser par 4pi, ici et là. Et donc, ça me donne sigma 1 R1 carré, plus sigma 2 R2 carré, qui est égal à 0. C'est-à-dire que sigma 1 R1 carré est égal à moins sigma 2 fois R2 carré. Donc ça, c'est la condition pour que la charge totale des deux sphères soit nulle. Alors ici, on nous disait dans l'énoncé que sigma 1 était positif, et donc ça veut dire, d'après cette égalité, que sigma 2 sera négatif, puisque si sigma 1 ici est positif, R1 carré est positif, là, j'ai un moins avec le R2 carré qui est positif, et donc pour que quelque chose de positif soit égal à quelque chose de positif, il faut que sigma 2 soit inférieur à 0. Alors c'est tout à fait logique, parce que si sigma 1 est positif, c'est-à-dire que la sphère centrale est chargée positivement, et donc forcément il faut que la sphère extérieure soit chargée négativement, parce que pour que ça vaille 0, il faut une qui soit chargée positivement, et l'autre qui soit chargée négativement. Donc voilà pour la condition qui était demandée pour la première question. Maintenant, on va juste réécrire cette condition en haut, comme ça on va pouvoir s'en servir par la suite. Donc on a dit que sigma 1 R1 carré est égal à moins sigma 2 R2 carré. Maintenant, on va calculer le champ E, le champ électrique E créé par ces deux sphères concentriques.
Alors pour ça, on va utiliser le théorème de Gauss, mais avant d'utiliser le théorème de Gauss, il faut toujours étudier les symétries et les invariances du système. Donc là, je vais refaire mon schéma ici, donc on va dire qu'on a nos deux sphères concentriques qui sont là, et j'ai un point M qui est ici. Comme je suis à symétrie sphérique, bien évidemment, je vais utiliser les coordonnées sphériques, puisque ici j'ai deux sphères, c'est-à-dire R, θ et φ. Hop, comme ça. Et donc la question c'est déjà les invariances, donc est-ce que le champ va dépendre de R, de θ ou de φ, ou de 2D3 ou D3, etc. Alors on sait que si on fait l'axe X, Y, Z comme ça, hop, donc ça c'est X, Y, Z, on sait que l'angle θ c'est l'angle qui est ici, et l'angle φ c'est l'angle qui est comme ça, avec la projection. Il faut imaginer en 3D. Donc ça c'est θ et ça c'est φ. Bien évidemment, comme je suis à symétrie sphérique, ça va ne dépendre ni de θ ni de φ, parce que si je change de θ, eh ben, j'aurai toujours le point M qui verra la même chose, entre guillemets, les mêmes sphères, et pareil pour le φ, si je tourne autour de la sphère, ça ne va rien changer. Donc le champ E ne va dépendre ni de θ ni de φ, par contre, il va dépendre de R, puisque si j'éloigne mon point M, là par contre, je ne serai plus du tout dans le même cas de figure, hein, je serai plus loin, j'aurai une distance qui sera plus grande, et donc là j'ai pas de symétrie par contre. Donc déjà j'ai mon champ qui ne dépend que de R, puisque par invariance, par rotation autour de la sphère, donc de θ et de φ, eh bien le champ ne dépend pas de θ et de φ. Maintenant pour les symétries, parce que l'idée maintenant c'est de voir est-ce qu'il y a des plans de symétrie pour mon champ qui fera que j'ai mon champ E qui sera dans ce plan. Alors, le mieux à ce moment-là ici c'est de prendre un point M qui est en haut. Par symétrie on a vu, on peut très bien le prendre tout autour, ça ne change rien, donc moi le mieux c'est que je prenne un point M qui soit en haut. Et là, il faut trouver des plans de symétrie pour la distribution de charges. Or, les charges, elles sont distribuées sur toute la sphère. Et donc, comme elles sont distribuées sur toute la sphère, on ne va pas utiliser les coordonnées cartésiennes que j'ai mis là. On va plutôt utiliser des plans de symétrie. Qu'est-ce que j'ai comme plan de symétrie? Le plan, par exemple, qui est comme ça. Le plan qui est comme ça, c'est le plan qui coupe la sphère en deux, bien sûr, qui passe par le point M. Et donc ça, c'est le plan ER, Eθ. Donc ça, le plan ER, Eθ est un plan de symétrie. Donc ça c'est le plan qui est comme ça. Alors il faut penser que le θ il est vers le fond. Hein. Là on ne voit pas forcément. Mais en tout cas ce plan est un plan de symétrie. Bon. Mais on a aussi le plan qui coupe comme ça. Donc lui qui est perpendiculaire cette fois-ci à qui est dans l'autre sens, donc qui est perpendiculaire à celui-là. Et donc lui sera aussi un plan de symétrie, alors c'est pas ER, c'est ER avec un autre vecteur, comme ça, et donc lui sera aussi un plan de symétrie. Et en réalité, j'ai tous les plans qui passent comme ça par le point M et qui coupent tout autour, alors il faut imaginer en 3D que ça coupe, et bien ce sera des plans de symétrie. C'est quoi l'intersection de ces plans? Et bien c'est le vecteur ER qui est comme ça, parce que le vecteur ER en sphérique, qui est comme ça, il part du centre, il part du point M et il est dirigé vers l'extérieur. Et donc comme l'intersection de tous ces plans c'est le vecteur ER, je sais que mon champ sera selon le vecteur ER. Bien sûr qu'en 3D c'est un peu compliqué à dessiner, mais il faut dire que tous les plans qui passent par ER et par le centre, par le point M, sont des plans de symétrie, et donc, du coup, notamment ER, Eθ, et donc l'intersection de ces plans, ce sera le champ E, et donc le champ est selon le vecteur ER. Maintenant qu'on a fait ces invariances et ces symétries, nous allons pouvoir appliquer le théorème de Gauss. Alors le théorème de Gauss, on rappelle ce que c'est que l'intégrale double de E scalaire ds est égale à Q intérieur, la charge intérieure, sur epsilon 0. Alors, pourquoi on dit la charge intérieure? Parce qu'il faut toujours prendre ce qu'on appelle une surface de Gauss. Une surface de Gauss, c'est une surface fermée, c'est-à-dire par exemple une sphère, un carré, enfin un cube, un parallépipède, un cylindre, etc., qui passe par le point M que l'on considère. Bon. Ici, comme on est à symétrie sphérique, bien évidemment, on va prendre une sphère qui passe par le point M. Donc si là, je refais mes sphères
concentrique. Si j'ai, je vais faire un petit peu mieux, hop, voilà. Si j'ai mon point M qui est ici, par exemple, donc à la distance R du centre, avec ici le centre O, eh bien je vais prendre, comme surface de Gauss, une sphère, donc qui vient de surface fermée, de rayon R, et qui passe bien évidemment par le point M. Et donc le ds, ce sera le ds sur cette sphère de rayon petit r, cette fois-ci. Alors, avant de faire ça, il faut voir que, en réalité, ici, j'ai trois possibilités pour le petit r. J'ai trois zones. Trois zones, je vais les refaire ici. Hop. Si je fais mes deux cercles, j'aurai trois zones, puisque la charge intérieure, ce sera la charge à l'intérieur de ma surface de Gauss. Sauf que j'ai trois zones, là on les voit bien ici. J'ai la première zone, là, quand je suis à l'intérieur de la première sphère, c'est-à-dire quand R est inférieur à R1, et bien c'est évidemment positif, parce que le rayon est toujours positif. Ensuite, j'aurai, quand je suis à l'extérieur de la première sphère, mais à l'intérieur de la deuxième, donc dans cette zone ici, cette zone intermédiaire, donc ça c'est quand R est compris entre R1 et R2. Et enfin, troisième cas, c'est quand R est supérieur à R2, c'est-à-dire quand je suis dans cette zone-là. Donc là, on voit bien, hein, première zone ici, deuxième zone là, et troisième zone tout autour. Et donc, pour chacune de ces trois zones, il faut que je calcule l'intégrale de E scalaire ds et le Q1 sur epsilon 0. Alors, en réalité, l'intégrale de E scalaire ds, on verra que c'est la même dans les trois cas, donc je vais le calculer qu'une seule fois. Par contre, le Q intérieur, lui, sera différent selon qu'on est dans l'une des trois zones. Donc, on va d'abord calculer le E scalaire ds, puisque c'est le plus simple. Il n'y aura qu'un seul calcul à faire pour les trois zones. Donc, l'intégrale double de E scalaire ds. Alors bien sûr, je mets intégrale fermée puisque c'est sur une surface fermée. Et bien le E, on a dit que c'était E de R selon E de R, selon ER, donc ça fait E de R selon ER, et scalaire ds. Alors le ds, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface de Gauss, donc c'est ici qui est la sphère en pointillé. Donc perpendiculaire à la surface de Gauss, c'est-à-dire que ce sera comme ça, toujours comme ça, alors qui passe par le point O en réalité. Hop, donc ça va être à peu près comme ça, on va dire. Alors bien évidemment, ce ds, attention, il change, parce que si je prends le point ici, le ds est comme ça, là le ds est comme ça, etc. etc. toujours vers l'extérieur de la surface. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ce ds, il est, comme on le voit, selon le vecteur ER également. Donc ici, j'ai ds selon le vecteur ER. Maintenant, je vais pouvoir calculer ER scalaire ER, ça fait 1, donc ça c'est parfait. Et il me reste E de R ds. Sauf que E de R ne dépend par définition que de R, puisque c'est E de R. Sauf que la surface ici, elle va dépendre de θ et de φ, puisque sur ma surface de Gauss, le R, le petit r, est constant, puisque c'est une sphère de rayon R. Et donc comme le petit r est constant, il n'est pas dans l'intégrale, et donc je peux le sortir de l'intégrale double. Et donc ça me fait E de R fois l'intégrale double, sur la surface fermée, de ds. Et là, c'est comme tout à l'heure, alors j'ai deux possibilités. Soit je dis que c'est E de R fois S, avec S la surface totale, puisque l'intégrale double de ds, c'est la surface. Sinon, je vais refaire rapidement la démonstration du 4 pi r carré, parce que j'ai dit que c'était 4 pi r carré, mais pourquoi c'est 4 pi r carré? Et bien parce qu'on sait que l'intégrale double, enfin le ds en sphérique, quand on est sur justement un petit élément de surface comme ça, on sait que c'est R sin θ d phi et R dθ, avec le θ qui varie de 0 à pi, donc pour faire un demi-tour comme ça, et après le θ, et le phi par contre qui lui varie de 0 à pi sur 2, pour faire un tour complet. Parce que si le θ va de 0 à pi, ça me fait comme ça un demi-disque, et après quand je fais tourner autour de cet axe de pi, et ben j'aurai toute la surface. Et donc, ça me donnera bien la surface totale. Maintenant, si je calcule, le R fois R, ça donne R carré qui ne dépend ni d'θ ni de phi, donc je peux le sortir devant. Ensuite, j'ai l'intégrale de sinus θ dθ, donc on a dit entre 0 et pi. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Et l'intégrale de d phi entre 0 et 2pi, par contre, cette fois-ci. Et donc, là, c'est facile maintenant de calculer. La primitive de sinus θ, je sais que c'est moins cos θ.
entre 0 et pi. Et l'intégrale de 0 à pi de dφ, je sais que c'est 2pi, puisque c'est l'intégrale juste de dφ, c'est l'intégrale de 1, et donc ça fait le haut moins le bas. Maintenant, là je vais aller très vite, puisque moins cos θ, donc en pi ça fait moins cos de pi, cos pi ça fait moins 1, donc moins 1 ça fait 1. Et moins cos de 0 ça fait 1, donc moins 1 ça fait plus 1. Donc là ça fait 1 plus 1 ça fait 2. Donc là je n'écris pas le détail du calcul parce que c'est évident, je vous laisse le faire. Donc ça fera 2, 2 fois 2pi ça fait 4pi, donc 4pi r carré fois e de r. Donc 4pi petit r au carré fois e de r. Et donc je retrouve bien le fait que c'est e de r fois la surface, puisque la surface, on a vu que c'était 4pi r carré. Attention, petit r, parce que ici c'est la surface de Gauss. Donc là on voit qu'il n'y a pas d'histoire de zone, puisque pour chaque zone, ce sera la même chose, ce sera 4pi r carré fois e de r. Donc là, ici, je peux dire que ça c'est 4pi petit r au carré fois e de r. Donc ça c'est ce qu'il y a là. Maintenant, pour le Q1 sur epsilon 0. Donc là, on a 3 cas. Et donc, on va faire les 3 cas. Alors, les 3 cas, je vais les réécrire à côté. Et comme ça, je mettrai les dessins ici. Donc, premier cas, quand R est inférieur à R1 et bien évidemment supérieur à 0. À ce moment-là, ça veut dire que je suis à l'intérieur ici. Donc, ça veut dire que ma surface de Gauss, elle est, par exemple, comme ça. Maintenant, quelle est la charge à l'intérieur de cette surface? C'est 0, puisqu'on voit bien que, ici, toutes les charges, on a dit que c'était des charges surfaciques, attention, donc ça veut dire que les charges, alors on a dit que sigma 1 était positif, donc ça veut dire que j'ai des charges positives sur la surface extérieure de R1, et j'ai des charges négatives sur la surface extérieure de R2. Mais par contre, je n'ai pas de charge dans les zones ici, donc à l'intérieur de ma sphère, d'accord? C'est pas une densité volumique, c'est une densité surfacique. Donc là, quand R est compris entre 0 et R1, je vois bien que le Q intérieur est égal à 0, puisque je n'ai pas de charge à l'intérieur. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, quand R est compris entre R1 et R2. Donc là, j'enlève. Donc là, cette fois-ci, ça veut dire que je suis dans la zone entre les deux, c'est-à-dire que je suis là. Là, par contre, je vois que j'ai une charge intérieure. Alors, pas Q2, puisque Q2, c'est tout autour. Je vois que les charges négatives sont toujours extérieures. Par contre, je vois que les charges positives qui sont sur la surface de R1, de la première sphère, elles sont dans ma sphère, qui est ma surface de Gauss. Et donc, à ce moment-là, que vaut Q intérieur? Je sais que Q intérieur, du coup, c'est toutes les charges qui sont ici, puisque je vois que toutes les charges positives sont dedans. Et on a vu tout à l'heure, c'était Q1. Si on avait appelé Q1, c'est-à-dire sigma 1 fois 4pi R1 au carré. Donc ça, c'est quand le petit r est compris entre R1 et R2. Et maintenant, troisième cas, quand R est supérieur à R2, donc là, ça veut dire que ma surface de Gauss, cette fois-ci, elle est à l'extérieur, comme ça. Donc là, je vois par contre que maintenant, j'ai les charges positives qui sont bien dans ma surface de Gauss, mais aussi les charges négatives qui sont bien dans ma surface de Gauss. Et elles y sont toutes. Et donc, que vaut le Q intérieur? Et ma Q intérieur, c'est égal à Q1 plus Q2, puisque j'ai toutes les charges de 1 plus toutes les charges de 2. Sauf que Q1 plus Q2, on a vu tout à l'heure que ça valait 0. Donc, si Q1 plus Q2 vaut 0, c'est-à-dire que la charge intérieure totale vaut 0. Et ça, c'est logique, parce qu'en fait, on va voir que ça fait un condensateur. Maintenant qu'on a trouvé le Q intérieur pour chaque cas, eh bien, nous allons pouvoir trouver le E de R en appliquant tout simplement le théorème de Gauss. Donc là, je vais pouvoir effacer et refaire chaque cas. Donc, on a vu que c'est égal à Q intérieur sur epsilon 0, c'est-à-dire finalement que E de R est égal à Q intérieur sur 4pi fois petit r carré. Je vais juste passer le r carré en dessous, et toujours fois epsilon 0. Et donc finalement, E de R est égal, donc là je peux mettre une accolade. On a vu que quand R est inférieur à R1, Q intérieur vaut 0, donc 0 sur tout ça, ça fera 0. Ensuite, quand je suis compris entre R1 et R2, là par contre ça valait Q1, donc ce sera Q1 sur 4pi R carré epsilon 0. Et enfin, quand R
est supérieur à R2. Là par contre le Q intérieur valait aussi 0, parce que c'était Q1 plus Q2, et donc le total vaut 0. Alors si je veux le Q1, je peux le remplacer ici par sigma 1 fois 4pi grand R1 au carré, et là je vois que je peux simplifier les 4pi, donc je vais le faire directement, comme ça ce sera plus simple. Donc là j'enlève les 4pi, et ici aussi j'enlève les 4pi, et donc ça me fait sigma 1 R1 carré sur petit r carré fois epsilon 0. Et donc qui est positif, puisque on a sigma 1, on avait vu, qui était positif. Alors, est-ce que c'est logique? Eh bien, on va voir que oui, parce que on est, faut pas l'oublier, hein, dans le cas d'un condensateur. Je rappelle que quand on a un condensateur plan comme ça c'est un condensateur plan, avec du coup ici des charges positives et ici des charges négatives, on a le E, le champ électrique, qui est comme ça, dirigé du plus vers le moins, et de manière perpendiculaire aux surfaces. Eh bien, imaginons que je prenne cette plaque et que je la façonne pour en donner quelque chose de sphérique, comme ici, et je fais pareil, la plaque moins, je la tords pour en donner une sphère. Bon, faut imaginer un petit peu, hein, mais on comprend bien que ça va donner aussi le même type de condensateur, mais qui finalement sera en sphérique. Et donc ça me donnera le dessin que j'ai fait tout à l'heure, avec au centre ici des charges plus, et ici tout autour des charges moins. Et on a vu que E de R il était égal à ça, mais si je rajoute le vecteur, et ben à chaque fois je rajoute le vecteur E de R ici, ici et ici. Puis on a vu que E de R c'était le vecteur E de R c'était petit e de R selon le vecteur ER. Donc je vois alors ER fois, enfin 0 fois ER, je peux mettre vecteur nul, et ici aussi, hein, 0 fois ER c'est vecteur nul. C'est-à-dire qu'à l'intérieur et à l'extérieur, j'ai pas de vecteur, enfin j'ai pas de champ E. Par contre, entre les deux, qu'est-ce que j'ai? J'ai sigma R1 carré sur R carré epsilon 0, qui est positif, on a vu, puisque c'est selon, puisque sigma 1 est positif, et je vois que c'est dirigé selon ER. Or, le vecteur ER, bah, à chaque fois, il est comme ça. Si je suis à ce point-là, hop, le ER sera comme ça. Ici, le ER sera comme ça, etc., etc. Et là, je vois que mon champ E, eh ben, il est aussi dirigé du plus vers le moins, et de manière perpendiculaire aux surfaces, puisque la surface, enfin, la surface à chaque fois, ce sont des sphères, et la perpendiculaire à des sphères, eh bien, ça ressemble à ça. Donc, c'est tout à fait logique de trouver cette expression-là pour le champ E, puisque on a dit que c'était un condensateur mais sphérique, avec deux sphères concentriques, et en effet on retrouve bien par le calcul qu'on a le même principe que pour un condensateur plan, mais avec des sphères. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le théorème de Gauss. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.